C'est une séance qui est un petit peu différente de celle qu'on a eue auparavant, et par les thèmes abordés et par la forme que ça va avoir. C'est en même temps très propre à ce qu'on veut faire dans le cadre de ces séminaires. Aborder la Palestine sous des angles à chaque fois différents, s'ouvrir d'autres horizons qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir dans d'autres cadres. Donc c'est une séance qui va être très intéressante de ce point de vue-là. Pour en dire quelques mots, Nasser est un artiste palestinien donc, qui est né en 1948 en Palestine, qui a étudié aux Beaux-Arts de Damas, puis aux Beaux-Arts de Paris dans les années 80. Et à travers son récit et donc la discussion qui va avoir lieu par la suite, il va nous présenter bien sûr ses œuvres, mais il va également, via ses recherches, ses voyages, ses rencontres, on va avoir l'occasion d'aborder, de se questionner de replacer la Palestine sur un cadre historique beaucoup plus large, de se questionner sur l'existence d'une continuité dans la création palestinienne, dans l'art, dans la culture, et d'aborder les questions du rapport de l'homme à sa culture, à son héritage. Donc avant d'ouvrir à une discussion avec la salle, pendant 30-40 minutes, on va un peu parcourir l'œuvre de Nasser Souhoumi et l'interroger sur le recul qu'il peut prendre dessus et sur son analyse. Avec une première question, quand on parcourt votre œuvre, il y a un premier élément marquant qui est, semble-t-il, une volonté de dépasser le cadre spatial, temporel, auquel on se réfère spontanément ou dans lequel le débat public semble se cristalliser. Il y a une volonté de dépasser ce cadre-là. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est correct de l'exprimer comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, déjà, on met dans un cadre que je suis artiste. Moi, peut-être, je peux m'identifier plus comme un passionné. Mais un passionné, bien sûr que je suis artiste, mais je suis passionné par beaucoup de choses. Et quand on est passionné, on dépasse toujours le cadre normal. On est passionné pour aller plus loin, pour creuser plus loin. Et la passion était quelque chose qui m'a accompagné depuis mon enfance, carrément. C'est pour ça, souvent, Michel Ruzani a écrit plusieurs fois sur moi. À chaque fois, il évoque l'enfance parce qu'il y a un point de départ à chaque chose. Et quand je dis passion, ça veut dire c'est pour moi un point de départ pour creuser, pour approfondir, pour aller le plus loin possible, pour comprendre en fait. La passion, c'est une passion pour comprendre, pas pour comprendre uniquement la Palestine, parce qu'on est né, pour moi, on est né toujours universel. On n'est pas d'un pays, d'une religion, etc. On le devient après. Mais d'abord, on est né comme des êtres humains libres, comme le définit les trucs de loi, enfin de loi de l'homme, voilà, droit de l'homme. Mais ensuite, il y a quelque chose aussi qui est peut-être qui colle à moi, parce que je me rappelle du premier reportage que j'ai eu quand j'avais encore 22 ans, etc. Je parlais toujours de l'intuition. Et petit à petit, l'intuition est devenue aussi une partie, une partie très importante dans ma manière d'être en tant qu'artiste, en tant que quelqu'un qui explore le monde, la connaissance, etc. Et quand je parle de l'intuition, je dis l'intuition est un réservoir énorme pour n'importe quel humain, pendant que la connaissance de l'être humain, souvent, il est limité à ce qu'on connaît. Et donc, je vous donne quelques exemples. Donc, on commence avec Michel Ruzani. Là, le catalogue, le premier, c'est en 93. 93, il est venu dans mon atelier pour écrire un article pour le catalogue, préface. Et il regarde comme ça les tableaux chez moi, il me dit « Pourquoi le bleu ?» Et je lui dis « Pas le bleu, l'indigo. » Il m'a demandé « Alors, pourquoi l'indigo ?» Et en vérité, je n'avais pas de réponse du tout à sa question.
Et j'ai donné une réponse qui n'a pas d'importance, que c'est la seule que je trouvais à l'époque. Mais sa question, une bonne question, comme dit ma petite fille, ça m'a poussé à chercher dans ma mémoire de pourquoi l'indigo. Et après, la mémoire commençait à faire sortir des choses vraiment extraordinaires. La première, c'est que je me suis souvenu que je suis né dans la maison de l'oncle de mon oncle, le cousin de mon père. Et dans le salon de mon oncle, il y avait son portrait qui est peint avec les caméos d'indigo, uniquement. Après, j'étais très passionné et toujours admiratif de la broderie palestinienne. Et les robes palestiniennes, à 90%, c'est teinté à l'indigo. C'est soit blanc, normalement c'est de lin blanc, ou c'est de lin teinté à l'indigo. Et quand on fait la teinture à l'indigo une fois, on voit la couleur bleu ciel. Deuxième fois, ça devient plus foncé, jusqu'à devenir comme le t-shirt. Ça devient presque noir. Et c'est pour ça que les gens pensaient que c'est brodé sur de tissu noir. Pas du tout, c'est de l'indigo. Après, j'ai lu dans un livre qui était publié par le British Museum sur les costumes palestiniennes de Shel Lauer qui dit l'indigo est la première couleur de la Palestine. Après, j'ai trouvé aussi que la Palestine, c'est le seul pays au monde qui a produit l'indigo de deux sources. Une source, c'est le mollusque de la mer, qui est le murex. Et la deuxième source, c'est la plante qui poussait dans les pays tropicaux, mais en Palestine, comme les Allemands l'appelaient, le petit continent, parce que dans la variété géographique, il y a un peu de tout. Donc, de Bissan à Ariha, donc de Bissan à Jéricho, la plante de l'indigo poussait, et donc ça a été, les historiens l'ont écrit à travers les siècles. Donc, la Palestine, enfin, le vallée du Jourdain, il y avait la culture de l'indigo, etc. Et en plus, l'indigo de la Palestine, apparemment, enfin, selon plusieurs auteurs, était la plus pure parmi d'autres pays. On la vendait presque un double plus cher par rapport à d'autres pays. Et après aussi, dans la maison dans laquelle je suis né, à part le portrait de mon oncle, c'était peint à la chaux et avec un trait d'indigo, un mètre d'auteur, un trait d'indigo dans toutes les pièces. En tout cas, enfin, je trouvais que l'indigo m'habite, mais habite la Palestine tout entière. Mais je trouvais aussi après que l'indigo, c'est une couleur admirée et aussi on peut la trouver dans l'Amérique du Sud, dans l'Afrique tout entière, Afrique du Nord comme Afrique du Sud, en Chine, au Japon, Vietnam, etc. L'Europe n'a pas l'indigo, mais l'Europe admirait l'indigo. Ce qu'on appelait bleu roi, c'est l'indigo qui était adopté aussi pour les rois, pour l'armée, etc. Donc voilà, je dis ça, c'est un élément, je racontais ça pour l'intuition, c'est que je n'avais pas, quand je produis une œuvre d'art, je commence par mon intuition et par ma connaissance. Et j'ai toujours dit, si je connais quelque chose, je ne le produis pas. Parce que si je le connais, je peux le raconter. Je produis une œuvre d'art pour comprendre après de quoi il s'agit, pour que ça devienne une nouvelle réalité. Donc voilà, ça c'est un point sur ma manière d'aborder les choses. Et dans la passion, donc je dis que la passion c'est quelque chose de très important. J'ai beaucoup de passion, heureusement ou malheureusement. J'ai passion pour le théâtre, pour le chant, pour la musique. Mais j'ai de passion aussi pour l'archéologie et l'histoire. Une passion vraiment très profonde qui a commencé avec moi tout petit, avec aussi la philosophie, j'ai lu beaucoup Simone de Beauvoir, Sartre, Camus, etc. quand j'avais 12-13 ans. Et l'histoire qui m'a passionné, en fait, c'était
pas uniquement pour comprendre la Palestine, c'était pour comprendre d'où on vient, l'être humain, d'où on vient et où on va. Et comme pour moi la Palestine, c'est pas quelque chose qu'on aborde parce qu'on est palestinien. La Palestine parce qu'il y a une blessure, il y a une injustice qui a été faite à ce pays. Donc quand quelqu'un connaît l'histoire de la Palestine, c'est un devoir de lui de parler de la Palestine, de porter de l'aide pour la Palestine. Si pour moi la Palestine était la Suède, moi je suis un citoyen du monde, je ne m'occupais pas beaucoup de la Palestine. Mais comme il y a une blessure, c'est-à-dire comme quand on a un enfant malade, on le soigne d'abord, après on pense à autre chose. Donc la Palestine, je la portais tout le temps, je ne l'ai jamais quittée parce que la Palestine est entravée et envahie injustement. On a trafiqué beaucoup de choses autour de la Palestine. Et je parlais tout à l'heure donc de l'archéologie et de l'histoire. Je trouvais que l'archéologie de l'histoire n'était pas faite au début pour rendre justice à la Palestine, c'est plutôt le contraire. Parce que la Palestine était longtemps prisonnière par la Bible, par le texte de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est un texte pratiquement, entre parenthèses, d'histoire. Il raconte d'où, des gens, des rois, des dates, toute une histoire, mais détaillée. Donc pendant très longtemps, on a pensé que cette histoire, c'est une histoire complètement vraie. Et les premiers qui sont venus explorer la Palestine, en tant qu'archéologues et historiens, ils sont venus pour prouver que l'histoire de la Bible est vraie. Mauvaise chance pour eux, bonne chance pour nous, qu'ils ont commencé à trouver des choses en Palestine extraordinaires. Trouver des traces des hommes anciens, et ces hommes anciens montent jusqu'à 1,5 million d'années en Palestine, surtout dans le nord de la Palestine, dans les grottes de Galilée. Et en fait, on a trouvé que l'Homo erectus, c'est le seul qui a quitté l'Afrique. Donc, il a existé en Afrique 1,7 million d'années. Et on a trouvé cette race 1,5 million d'années, donc peu de temps après carrément. Et on sait, si vous imaginez, parce qu'on n'a pas une carte devant nous, si vous imaginez l'Afrique, il y a la mer un peu partout, il y a un seul endroit terrestre où on peut sortir, c'est le Sinaï pour aller en Palestine. Donc l'Homo erectus a quitté l'Afrique, il s'est installé en Palestine, et de la Palestine, après, il a envahi le monde entier. Après l'Homo erectus, il y a eu l'Homo néandertal qui a fait le même passage. Le troisième, le plus important, c'est l'Homo sapiens. On a trouvé les premières traces de l'Homo sapiens dans le monde, en Afrique. Environ, on a commencé au début à dire 80 000 ans, 40 000 ans, après on a dit 50, etc. Maintenant, on arrive à 100 à 130 000 ans à peu près, la date de l'existence de l'Homo sapiens en Afrique. En Afrique, donc vers l'Éthiopie et tout ça. Arrivé en Palestine vers 100 000 ans de maintenant, et il est installé en Palestine. Il a mis presque 60 000 ans pour quitter la Palestine, aller explorer ailleurs. Et là, on dit pourquoi il a resté si longtemps. Enfin, la question se pose. Et la question se pose parce que, en fait, la Palestine, elle n'était pas ce qu'elle est maintenant, géographiquement et aussi, tout était différent. Par exemple, je ne sais pas si vous avez en tête la carte de la Palestine, de lac de Tibériade, même de Houlé, jusqu'à le sud de la Palestine, jusqu'à la mer Morte. Ça, c'était un énorme lac, c'était comme une mer, c'était une énorme mer. Et donc, cette mer, il y a des poissons, il y a de quoi manger, vivre, etc. Et autour de ce lac, il y avait toutes sortes d'animaux. On a repéré au moins 40 mammifères qui autour du lac. Et parmi les mammifères, il y avait des éléphants, il y avait des hippopotames, des animaux qu'on ne peut même pas imaginer qu'on trouvait en Palestine ni dans la région aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle l'Homo sapiens est resté très longtemps en Palestine
avant d'aller explorer le reste du monde. Donc la Palestine, ce n'est pas un pays qui appartient à une religion, à une pensée, ce n'est pas une histoire qu'on peut occuper. On ne peut pas occuper l'histoire. L'histoire, c'est une trace qu'on trouve dans la terre, dans les pierres, dans tous les objets qu'on peut trouver enfouis dans la terre. Donc tout ça, c'est grâce, quelque part, c'est grâce à la Bible. On voulait prouver que la Bible c'est un texte de vérité, mais ça nous donnait l'occasion de trouver beaucoup de choses en Palestine. Donc après l'Homo sapiens, il y a une période très importante, pas uniquement pour la Palestine, mais très importante pour le monde entier. C'est ce qu'on a appelé la civilisation natoufienne. Natoufienne, c'est au nom d'un ruisseau-vallée au nord sud de Jérusalem. Au nord-est de Jérusalem. Enfin, 15 km au nord, après 7 km vers l'est. Dans cette vallée, ils ont trouvé, il y a une grotte qui s'appelle Shukba. Dans cette grotte, c'est comme, je l'ai visité moi et je l'ai dans mon livre sur l'Olivier. C'est comme une énorme cathédrale. Et c'est là qu'on a trouvé les premières traces de domestication des plantes et de domestication des animaux. Là, on parle de environ 10 000 ans avant l'ère chrétienne. Et donc, cette histoire a changé le monde entier. Ça veut dire qu'on a commencé, l'être humain, au lieu de vivre, c'était un chasseur-cueilleur. Il est devenu un sédentaire parce qu'il pouvait planter, s'aimer les graines, ils ont domestiqué les animaux. Donc, les premières villes, la plus ancienne ville au monde, c'est aussi en Palestine, c'est Jéricho, qui n'était jamais une très grande ville, mais c'est la première ville qui a eu des milliers d'habitants avec, ils ont pratiqué l'agriculture et domestiqué les animaux. Donc je dis, c'est passionnant de trouver toutes ces traces continues jusqu'à pratiquement des dates très proches. Je racontais à Sari une histoire que je vais vous raconter, que les Palestiniens, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs ou n'importe, mais ils avaient une culture, et cette culture a perduré jusqu'à il n'y a pas longtemps, malgré la religion. La religion a commencé à effacer un peu la culture de la Palestine parce que la religion est parfois brutale, voulait exister pour lui-même et pas, il voulait enrayer l'histoire, il voulait enrayer la culture, etc. Donc je vais parler de 2 exemples qui sont vraiment extraordinaires. La première, une histoire racontée par 2 chercheuses, une allemande, une danoise, à la fin des années 30, disent dans un village au sud de Bethléem qui s'appelle Artas, les filles à l'âge de mariage, donc à l'époque, les filles à l'âge de mariage, là on parle de 12, 13, 14 ans, elles amenaient des draps en lin dans les champs de blé la nuit. Elles passaient les draps sur les champs pour ramasser la rosée. Une fois les draps imbibés de liquide, enfin de la rosée, elles vont, comment ça s'appelle, essorer les draps pour recueillir de l'eau. Et dans cette eau, elles mettent des pétales de fleurs. Elles la laissent, c'est un jour particulier dans l'année, sous la lune et les étoiles, etc. Et là, le lendemain, elles se lavent avec cette eau, et les pétales de fleurs, pour qu'elles soient belles et fertiles. Dans les textes cananéens, la rosée, c'est la semence de Baal, le dieu de la fertilité. Donc là, les filles ne savaient pas, elles ne connaissaient même pas Baal, etc. Mais je dis, c'est que Baal, à l'époque, on ne connaît rien de tout. On connaît maintenant
beaucoup plus de choses de lui. C'est juste pour dire de combien de temps une culture a duré à travers 4000 ans et resté dans les villages en Palestine. Et l'autre chose, l'autre exemple que je vais donner, c'est plus grave, enfin c'est grave, l'autre c'est pas grave, c'est une anecdote. C'est qu'une amie collectionneuse de robes palestiniennes et arabes habite en Jordanie, s'appelle Odad Qawar. Et elle m'a raconté une histoire, elle m'a dit 2 femmes de Hébron sont venues chez elle pour vendre leurs robes. Et normalement, enfin, elle était étonnée parce que d'habitude, les Palestiniens gardent précieusement les robes comme un trésor pour ça reste de génération en génération. C'est porté dans voilà, les fêtes et tout ça. Et en plus, il m'a dit les 2 femmes viennent des familles très aisées de Amman, très connues. Elle leur dit je suis désolé de vous demander est-ce qu'il y a un problème dans la famille de non, 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 tout va bien, il n'y a aucun problème, etc. Alors pourquoi vous vendez vos robes? Ils disent parce que leurs fils, pas leur mari, leurs fils qui vont dans les mosquées, etc., apprennent par les imams salafistes d'aujourd'hui, qu'on a connus maintenant. Elle dit que porter une robe brodée, c'est de coquetterie et c'est interdit dans l'islam. Donc, ils vendent leur robe, ils donnent presque ou ils vendent pour rien du tout parce qu'ils ne veulent pas être mauvaises dans Donc, du coup, je dis, parfois, on aide l'occupant à effacer notre histoire. Je dis pas tout le monde, mais je dis dans les cas comme ça, les religieux. Bon, donc j'ai parlé beaucoup d'histoire et d'intuition et tout ça avant de parler, mais je dis, pour me comprendre en tant qu'artiste, il faut un tout petit peu passer par là. Donc, parce que dans mes œuvres, comme je vous l'avais dit, je suis un citoyen du monde. J'étais toujours impliqué dans l'environnement, dans tout ce qui concerne l'environnement, le bio. Donc, déjà depuis 45 ans, avant que ça soit à la mode, impliqué dans ça. Donc, j'ai travaillé dans mon travail. Là, on va trouver beaucoup de choses qui concernent la question vers le monde, vers l'être humain, etc. Et aussi beaucoup de choses qui concernent la Palestine, qui m'ont fait découvrir beaucoup de choses de mon pays que je ne connaissais pas auparavant. Et aussi, un petit quelque chose, j'ai ajouté aujourd'hui à la fin, qui concerne de comment l'occupant aussi peut détourner les choses en Palestine. Donc, on va voir ça petit à petit avec Sari et ses questions et avec oui, on va pouvoir regarder quelques exemples, mais la première réponse, c'était de dire que cette volonté de s'ouvrir et de casser les cadres, c'est finalement quelque chose d'assez intuitif, c'est quelque chose qui est assez naturel, qui est lié à la nature humaine. Pourtant, pour le faire, vous avez travaillé aussi, vous avez fait des recherches, vous avez convoqué tout un tas de connaissances mythologiques, archéologiques, historiques, et vous êtes allé chercher réellement ces traces-là. Et donc là, on va pouvoir regarder rapidement quelques exemples pour illustrer un peu ça. Et comme avec cette volonté, là on l'a bien eu dans les exemples de traditions qui ont perduré, mais on peut trouver des traces très vives et très nettes de continuité dans la culture. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est des choses qui se sont transmises, mais et l'exemple de Bara est très parlant dans ce sens-là, c'est même de manière inconsciente, dans le sens où c'est pas la volonté de préserver cette mythologie-là, mais c'est l'homme qui s'est transmis ça de génération en génération. Absolument. On y va. Pour effectivement quelques exemples, on va regarder ça. C'est un peu... on lesquels On commence lequel? Oui, je peux commencer à parler. Enfin, je veux juste qu'on voit quelque chose ici, je vais vous raconter. Par exemple, ça appartient à la civilisation natoufienne dont je vous avais parlé. Ça aussi, donc, qui est 10 000 ans avant l'ère chrétienne. Donc, les parures que vous avez vues au début, le premier, c'est quand même incroyable de trouver des parures aussi
Enfin, pourtant, on voit que c'est des os, etc. Mais il y a une élégance extraordinaire. L'image qu'on voit après, on pense que c'est des momies, c'est pas des momies, c'était les crânes. Enfin, elle a enlevé la peau après la mort de la personne. Elle reconstitue le visage de la personne tel qu'elle a été pendant sa vie, certainement en pensant que quand elle revient à la vie après, elle revient dans la figure dans laquelle elle était, parce que la peau se détériore avec le temps, ils ont dû constater ça, donc ils ont trouvé cette manière pour le conserver plus longtemps. Et ça c'est aussi quelque chose vraiment d'extraordinaire pour la Palestine. Ça date il y a 10 000 ans, c'est quand même extraordinaire. C'est des aiguilles, et c'est des outils pour tisser, de tissage. On a trouvé, enfin le tissage, vous savez, un tissu, normalement c'est fragile, ça use assez facilement, mais on a quand même trouvé des morceaux de tissu de lin qui datent d'il y a 8000 ans en Palestine. Donc c'est comme ça qu'on sait que le lin déjà était une plante existait en Palestine. Là, on passe à une autre civilisation. C'est une civilisation qui a existé vers le 5e millénaire avant l'ère chrétienne. Parce que souvent, on parle de la Palestine, on parle de conflits politiques, on voit des images de comment ça se passe un peu partout, de Gaza, la guerre. Mais on ne voit pas l'image de l'histoire de la Palestine et de sa civilisation. Ça, juste, j'arrête pour ça une seconde. Ça, ce qu'il a sur la tête, là aussi, ça appartient de 5000 ans avant l'ère chrétienne. Après, on va voir le Baal de la Palestine qui est beaucoup plus tard, qui est 3000 ans plus tard. Il avait le même chapeau là. Et les filles en Palestine, à Bethléem, elles avaient aussi le même. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont en continuité tout le temps. Là, ça c'est un ossaire, celui qui est d'après, mais l'ossaire c'est la maison. C'est-à-dire c'est la croyance en Palestine était toujours quelque chose de très profond, et c'est pas par hasard que tous les trois religions, malheureusement, ont passé par chez nous. Je préférais qu'ils passent ailleurs, mais bon. Donc voilà, là on vient à autre chose, ça c'est les robes palestiniennes, parce qu'on a parlé de l'indigo. Qu'on voyait ici, ça c'est deux robes en lin, teintées à l'indigo, et brodées. C'est toujours les deux couleurs dominantes, c'est le rouge pourpre et l'indigo. Et c'est les deux couleurs royaux. Et ça c'est une robe de Hébron qui date de fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle. Voilà, ça, on voit des détails, par exemple, parce qu'il y a parfois des motifs qu'on peut voir aussi ailleurs, je vais les signaler. Mm-hmm. Voilà, donc ça, on voit les robes de côté, de face et de... Vas-y. Donc voilà, juste si on revient, là on voit l'étoile de 8 branches, là quelque part ici. Parfois aussi, sur un autre motif, il y a la tournade de Baal, mais parce qu'on va le voir aussi ailleurs. Ça c'est ça, c'est que les étoiles qui sont là, qu'on retrouve sur toutes les robes traditionnelles. Ça on va le voir depuis la première étoile qu'on a trouvée en Palestine date d'il y a 7000 ans. Et l'étoile, c'est resté en Palestine toujours comme symbole très fort, l'étoile de 8 branches. Ou la multiplication de 4 en fait. 4, 8, 16, etc. Parce que c'était un symbole mythologique, c'est ça? En fait, ce qu'on connaît maintenant, parce que 5000 ans, on ne connaît pas, mais à partir de la civilisation du 4e millénaire, c'est l'étoile qui est le symbole, voilà, qui est le symbole de Astarté, Ashtar. Et là, voilà, ça c'est une reproduction d'un dessin qu'on a trouvé à Toulaylat el-Rassoul dans le vallée de Jourdain qui date de 5000 ans avant l'ère chrétienne, donc c'est 7000 ans de maintenant. Et donc ça c'est l'indigo, ça c'est un plafond à Safad que j'ai photographié. Tu reviens en arrière. Il y a un autre aussi, voilà. Ouais. Ça aussi, ça c'est
Là c'est l'exemple vraiment extraordinaire. Ça devrait dater de fin du 19e ou début du 20e siècle. C'est à Safad aussi. Là, au milieu, on voit la tournade, qui est le symbole de Baal. Vous allez le voir après avec le statut. Et l'étoile de 8 branches, parce que c'est les deux dieux les plus importants en Palestine pour les Cananéens. Parce que chez les Cananéens, il y avait le père Dieu qui s'appelle Il, et sa femme s'appelle Athirat. Et alors, ils ont 70 enfants. Dans les 70, il y en a 5 très importants. Dans les 5 importants, il y a le Baal, Ashtar, Maut, qui ça veut dire la mort. Baal, c'est le dieu de la fertilité. Il y a Anat, c'est comme Athéna, c'est la Vierge, mais les guerrières, les fortes, etc. Et il y a Yam, c'est le dieu de la mer. Donc voilà, ça restait en Palestine pratiquement partout dans les villages. J'ai photographié en 93 à Hébron. Il y a tous les symboles de la civilisation cananéenne dans toutes les maisons que j'ai photographiées à l'époque. Et là, c'est là où je suis dans le village, il y a la tournade aussi, mais toujours avec la peinture en indigo. Et ça, c'est pareil, la tournade en indigo, puisque c'est le dieu le plus important. Et c'est juste pour vous dire que deux mots pour le Baal, c'est important, parce que le Baal, en fait, chaque 7 ans, il y avait une guerre entre lui et son frère Maut. Lui, c'est le dieu de la vie, de la fertilité. Et le dieu Maut qui habite sur la terre, et Maut appelle son frère Baal de venir le visiter. Mais si Baal rentre dans la terre, il ne peut jamais ressortir. Donc la légende nous laisse, on ne sait pas vraiment s'il est rentré ou s'il est resté dehors. Mais Baal est disparu à un moment, il est disparu après le printemps. Quand l'été vient en Palestine, surtout au Moyen-Orient, la contraste de nature est très forte entre le printemps qui explose merveilleusement. Après, l'été, en quelques semaines, arrive et ça brûle tout. Et donc, c'est là où les Palestiniens pleurent leur dieu Baal parce qu'il est disparu. Parce que s'il est là, les plantes restent vertes. Et donc, ils vont le pleurer pendant l'été et l'automne. Et après, quand ils voient que les plantes repoussent, c'est là qu'ils vont constater que Baal est vivant. Enfin, Baal est ressuscité. Et comme par hasard, le Christ, il est mort et il est ressuscité après. Après, il y a une deuxième chose avec les histoires cananéennes qu'on appelle toujours la Vierge Anat, la Vierge Ashtar, et on appelle la Vierge Marie. Enfin, j'ai trouvé beaucoup de parallèles entre les deux. Non seulement ça, ce symbole, vous allez le trouver avec la croix devant une église. Ça veut dire qu'on a confondu le Baal et le Christ en même temps ensemble. Vas-y. Ça, c'est donc une maison détruite en Palestine. Donc, on voit aussi ces peintes à la chaux et à l'indigo. Ça, c'est comme l'épée de blé, mais qui est le symbole de Baal, de la fertilité, etc. Et ça, je le trouvais dans une maison en Palestine, le drapeau palestinien, mais avec, au lieu de noir, il y a l'indigo. Ça, c'est à Jaffa. J'ai mis mon appareil à l'intérieur d'une boutique. Voilà, ça c'est un exemple extraordinaire. C'est les femmes palestiniennes faisaient avec les pailles de blé. Et là, au milieu, on voit, elles ont su faire les deux en même temps, les deux dieux les plus importants, l'étoile et la tournade. Donc les deux dieux sont liés dans le même symbole. Et voilà, ça c'est le Baal. Donc je vous dis, il porte là dans sa main son symbole. On va le voir en détail après. Non, on ne le voit pas en détail. Ah non. Donc, peut-être qu'on ne l'a pas mis en détail. Donc ce qu'on voit dans... voilà, ça c'est l'entrée d'une église en Palestine. Vous voyez la tournade, elle est dans... Il y a la croix et la tournade comme symbole d'une entrée d'une église. Et ça, c'est l'entrée d'une maison.
Au milieu, on voit la tournade aussi, mais voilà, en forme phallique. Et ça, c'est l'épée de blé que je vous ai montré tout à l'heure, qui était en fait dans un lieu, dans un village, c'est le sanctuaire qui vient de l'époque cananéenne aussi. Et ça, c'est donc, je vous avais dit je vous avais pas dit, en Palestine, toutes les maisons sont peintes à la chaux et à l'indigo à l'intérieur, mais les fenêtres aussi à l'extérieur, parce apparemment, on trouvait que l'indigo éloigne les insectes. Donc, pour que les moustiques ne rentrent pas dans les maisons. Il y a, Oui. là, on a eu plein d'exemples de cette continuité à travers la culture, la civilisation. Il y a un autre point que j'aimerais qu'on évoque. Quand on regarde votre œuvre, vous travaillez aussi beaucoup sur la mémoire. Oui. Là, vous utilisez beaucoup de vestiges archéologiques et c'est des choses qu'on retrouve dans vos œuvres. Mais au même titre, vous faites intervenir la mémoire des hommes dans vos œuvres aussi. Et je pense à ce que vous avez pu faire à Yafa, par exemple, où vous venez l'intégrer dans vos œuvres aussi. Donc, il y a forcément une réflexion là-dessus sur qu'est-ce que porte l'homme comme héritage dans sa mémoire. En quoi est-ce que c'est une matière que vous avez voulu travailler? Comment est-ce que vous l'avez fait ressurgir collectivement quand vous avez travaillé en Palestine? En quoi cette mémoire, elle est beaucoup attachée, elle démontre beaucoup un attachement au lieu, parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup, surtout quand on voit ce que vous avez fait lors de votre voyage en Palestine, de ville en ville, dans les villages. Il y a ce lien entre l'homme, son attachement à la ville, l'héritage qu'il porte, et comment est-ce que vous l'avez d'une certaine façon matérialisé et utilisé aussi dans vos créations et dans vos installations surtout. Enfin, la mémoire, il y a plusieurs formes. Enfin, l'une des formes, pour moi, très importante, c'est l'écrit. L'écrit, c'est très important, parce que comme je suis passionné par l'histoire, etc., il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est les textes de Sinoué l'Égyptien. Peut-être que quelqu'un de vous a lu il y a deux volumes de l'histoire de Sinoué l'Égyptien. Sinoué était un médecin prêtre. Il a fait des petits problèmes en Égypte. Il a dû quitter l'Égypte, aller en Palestine. Mais il écrivait son journal. Et après, on a lui permis de retourner en Égypte. Quand il est devenu vieux, avant de mourir, il voulait mourir en Égypte, pas en Palestine. Et il a ramené tous ses papiers. On a trouvé tous ses papiers. Il a noté des choses. Enfin, dans son journal, il va dire que je suis allé rue de Rennes faire une conférence, etc. Enfin, des choses pratiquement banales, mais ces choses banales sont devenues un trésor extraordinaire pour l'humanité tout entière après. Donc moi, j'accorde une importance très importante à l'écrit. Donc moi-même, j'écris beaucoup. Non seulement, j'ai publié un livre, mais j'écris beaucoup de choses pour moi qui sont chez moi, on va retrouver après, etc. Mais aussi, la mémoire, en fait, pour moi, il y a un attachement à la mémoire matérielle. Parce que quand je suis, enfin, moi, j'ai vécu avec ma famille en Palestine jusqu'à l'âge de 7 ans. Après, mon père a construit une maison en Jordanie, dans le nord de la Jordanie, où j'ai vécu avec ma famille donc là-bas jusqu'au mon bac. Après, je suis allé faire des études d'ingénieur mécanique à Alep pendant 2 ans, mais après, moi je suis artiste, je peins, etc. J'ai changé, j'ai fait le Beaux-Arts à Damas. Et après, donc, je suis venu à Beyrouth. Et donc, après, en 1980, je suis venu à Paris. Et j'ai eu la nationalité française en 92, en décembre 92. En avril 93, j'étais en Palestine. J'étais aussi parce que j'étais invité par le Centre culturel français et par une galerie palestinienne à Jérusalem pour exposer là-bas. Donc, j'ai rien amené avec moi. Je dis, je vais faire quelque chose sur place. Donc, je suis allé un mois avant. Et un mois avant, j'ai visité la Palestine
du nord de la Palestine jusqu'à Gaza. Enfin, j'étais chaque jour dans un village, une ville, etc. Je voyage partout avec mon appareil photo, je photographie tout. Non seulement ça, j'ai ramassé des choses, des morceaux de terre, des pierres, etc., que j'ai impliqué dans mes œuvres. Moi, je dis souvent, c'est comme... c'était très émouvant pour moi, parce que c'est comme quelqu'un qui a retrouvé sa mère, qui voulait la toucher, qui voulait être dans ses bras, etc. Donc voilà, j'ai ramassé ma mère et je l'ai introduit dans mes œuvres. Voilà, donc de la mémoire de côté, la mémoire écrite, mais aussi la mémoire de lieu, la mémoire de l'histoire, la mémoire de... Pour moi, l'archéologie, c'est la plus extraordinaire mémoire qui nous a sauvés réellement, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses, beaucoup de choses, on ne peut pas malheureusement parler en peu de temps de beaucoup de choses. Il y a des choses pour moi très graves parce que c'est des choses très importantes, mais c'est des connaissances qui sont dans les livres, dans les bibliothèques, dans les centres de recherche, mais le public ne le connaît pas. Enfin, je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, la Palestine s'appelle Israël. Israël, aujourd'hui, ça veut dire depuis 15 ans, on connaît qu'Israël n'a absolument rien à voir avec l'histoire des Juifs. Israël a existé dans le nord de la Palestine. Israël, je vous avais dit que le père Dieu des Palestiniens s'appelle Il. Donc tout ce qui est lié à Il, comme Michaël, Jibraël, Azraël, tout ce que vous voulez, Il, c'est le père Dieu des Palestiniens. Comme on appelle les gens maintenant Jean-Marie, Anne-Marie, etc. Enfin, on les liait à un Dieu, à un prophète, etc. Donc Israël, depuis 15 ans, je vous dis à tous, depuis 15 ans, on sait définitivement qu'Israël n'a absolument rien à voir avec les Juifs. C'était un peuple qui était... les Babyloniens ont détruit leur royaume le 7e siècle avant l'ère chrétienne. Et donc ce peuple était un peuple cananéen, phénicien, qui adorait le Baal à Astarté. On connaît les rois un par un. Ils n'ont aucun lien d'aucune manière avec les Juifs. D'aucune manière. Et apparemment, maintenant, les historiens disent, mais pourquoi alors on a imaginé qu'Israël et Juda étaient unis? On ne connaît pas la date, mais probablement vers le 12e ou 3e siècle avant l'ère chrétienne, les Juifs qui commençaient à apparaître dans le sud de la Palestine et à Alexandrie aussi, ils voulaient aller occuper plus de terrain, donc ils voulaient trouver un motif politique qui peut leur donner un prétexte pour élargir leur territoire. Donc ils ont inventé qu'Israël et Juda étaient unifiés, ils ont fait le 12e tribu et donc inventé l'histoire de Salomon et David, etc. et tout le reste de Moïse. Maintenant, aujourd'hui, je dis, personne depuis 40 ans, depuis 50 ans carrément, on sait que Moïse et Salomon et David n'ont jamais existé en Palestine. On ne sait pas s'ils ont existé ailleurs. On sait que l'histoire de la Bible, c'est pas vrai du tout. Ça veut dire Kathleen Kenyon, déjà en 1957, a travaillé sur Jérusalem et sur Jéricho. Elle a dit que Jérusalem, 1000 ans avant l'ère chrétienne, c'est la date où David ou Salomon existait là-bas, était un petit village de 2000 habitants. Ni murs, ni les stabules de Salomon, ni les chevaux, ni la grandeur de ce royaume n'a jamais existé. Mais je dis, cette connaissance existe, mais elle est toujours cachée. On ne parle pas. C'est-à-dire, vous allez dans une, je ne sais pas, les encyclopédies, lire, parler de Salomon ou David, on parle de lui comme c'est une réalité. On ne vous dit pas que c'est imaginaire et c'est une histoire qui a existé juste pour probablement justifier l'occupation de la Palestine. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, l'histoire c'est important, c'est la passion, je dis, on n'est pas artiste juste pour faire des couleurs jolies comme ça pour accrocher sur le mur. Artiste, c'est aussi un explorateur
comme pour moi, l'archéologue, comme les gens qui montent dans l'espace, comme les gens qui font des recherches dans tous les domaines. Et vous dites qu'il y a la mémoire des lieux, des objets archéologiques, la terre, les Oui. objets, et la mémoire de l'homme, la mémoire qui s'écrit. Oui. Et vous avez confronté les deux. Par exemple, si on Oui. regarde, si on regarde une de vos œuvres, Dans beaucoup de mes œuvres, il y a les deux en fait. et Euh, par exemple, ici, donc cette Oui. installation à Jaffa. oui, mais la première image, voilà, un par un. Donc, Donc, là, il y a les deux. Qu'est-ce que Ouais. ça En fait, qu'est-ce que voilà, ça nous dit, c'est exactement ça. Il y a le symbole, il y a le physique, les deux. Attends, mets la première image. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit du Donc rapport ça, je l'ai entre fait ces- en 96, parce qu'en fait, en 93, déjà, quand je suis allé la première fois en Palestine, la première œuvre que j'ai faite, c'est sur Akka, Saint-Jean d'Acre. Et la deuxième que j'ai faite, c'était sur Jaffa. Donc à Jaffa, j'ai coupé la feuille le A4 en 4 et je donnais à des gens pour écrire des textes sur leur relation avec leur ville. Et là, les textes, vous les voyez ici. Et là, la bouteille qui est à côté, j'ai rempli la bouteille avec l'eau de la mer de Jaffa. Et la planche de bois, c'est l'épluchure d'orange et de clémentine que j'ai collé sur la feuille. Donc, il y a le texte, il y a le physique même de la mer ou le symbole de Jaffa qui est l'orange, etc. On va, je pense, là le temps passe, ce serait bien qu'on ouvre un peu aux questions et je pense qu'on va pouvoir revenir du coup sur les différentes œuvres en répondant aux questions. Oui, de la au salle. son, on va défiler peut-être plus vite, enfin vite les œuvres. Et comme On ça, va venir voilà, pour nourrir qu'on les ne reste questions. pas sur voilà. Donc ça, c'était Jaffa, cette voilà, ça installation. c'est l'installation qui regroupe les gens de Jaffa qui sont dans l'exil ou les gens qui habitent Voilà, dans leur c'est ça. pays. Il y a les deux qui ont intervenu. Voilà. Après, donc, j'ai fait une performance à Halep. On construit la scène qui fait 20 mètres de diamètre incliné, qui s'appelle Mémoire d'Indégo. Je l'ai fait une fois en Inde en 2006. Et ça, c'est à Alep en 2000, vas-y. En 2000, ça c'est quand elle est finie. Ça, c'est l'audience. Et là, commence, vas-y. Voilà, donc ça, c'est la scène de danse. C'est inspiré de la teinture de l'Indigo. Vas-y. Voilà, c'est donc une danse qui dure 1 heure à peu près. Donc il y a l'indigo, les tissus, le travail des tissus, etc. Jusqu'à la célébration, voilà, c'est fini. La danse. Après, là c'est la cuve de l'indigo, de comment on fait la teinture de l'indigo. Et donc on met les tissus dedans. Et quand on le sort, les tissus ne sont pas bleus, ils sont au début très clairs. Et on les laisse comme ça à l'air libre, ça devient de petit à petit bleu, comme ça. Et quand on l'éteint une deuxième fois, ça devient plus foncé. C'est un Indien que j'ai amené pour travailler pendant la performance avec moi. Et ça, c'est donc celui que j'ai fait sur le savon. Donc, c'est un cube avec comme un bracelet incliné. Donc, les gens montent. Là, on voit les gens montent. Quand les gens regardent en bas, ils voient là, il y a du savon creusé, il y a l'huile d'olive et une mèche. Voilà, ça c'est un savon pour voir de plus près, vas-y vite. Et donc ça, j'ai fait ça au Liban. J'ai fait un projet prétendu que je vais couper le Raouché, qui est l'un des symboles du Liban. Et en fait, c'était pour comprendre la relation entre l'être humain et son environnement. Parce que j'ai vu qu'au Liban, on détruit l'environnement, on détruit les montagnes, les villes, etc. Je dis jusqu'où ils peuvent aller. Donc j'ai fait ce projet, vous pouvez regarder sur Internet si ça vous intéresse. Et donc ça, j'ai fait à Avignon en 91, sur la place des Palais des Papes. J'ai construit cette pyramide en bois. Et j'étais à l'époque, enfin jusqu'à maintenant, seul artiste qui a eu le permis de construire quelque chose sur la place pendant le festival, parce que j'ai parié que je vais laisser la ville propre pendant le festival, car les compagnies peuvent coller leurs affiches sur la pyramide, et comme ça, tout le monde peut le voir très facilement. Ils n'ont pas besoin de le coller sur les poteaux et les fenêtres et partout, salir la ville. Mais attends, reviens sur la pyramide. Donc là, une porte pour rentrer dedans, et elle s'ouvre d'en haut.
Et j'ai fait 9 performances avec des musiciens, des comédiens, des animateurs, etc. Donc, c'est une œuvre d'art, mais en même temps, ça servi comme une plateforme pour travailler. Ça c'est un projet, le ballon de foot. Je fais un grand projet qui s'appelle Trans du XXe siècle, où il y a plusieurs objets. Donc ça, c'est un ballon qui s'emboîte comme ça. Il y a deux tiroirs, on a mis des messages qui peuvent rester jusqu'à on casse le... Ça, je l'ai fait à Beyrouth en 2014. C'est une plateforme de danse qui bouge lentement. Au bout d'une heure, il devient complètement vertical. Vas-y. Voilà, donc vertical. Après ça, voilà. Ça, je fais à Sharga en 2004. Pareil, enfin, avec des artistes pour travailler sur l'environnement, sur les objets personnels. Vas-y vite. Voilà, ça, c'est des œuvres individuelles. Ça, c'est Jérusalem, l'Ascension. Ça, c'est voilà, le petit morceau qu'on voit ici. C'est le muraille de Tibériade. Donc, je l'ai appelé la tournade de Tibériade. Ça, c'est la première œuvre que je fais sur la Palestine, qui est de Saint-Jean d'Acre. C'est une fenêtre que les gens ont jetée, je l'ai récupérée. J'ai fait une photo de Saint-Jean d'Acre et de la date. Ça, c'est celui de Jaffa, donc le chaud d'orange. Ça, c'est aussi de Tibériade. Je l'ai appelé Traversée de Tibériade en allusion à Jésus qui a traversé, qui a marché sur l'eau, avec deux morceaux de mur de Tibériade. Vas-y. Donc ça, c'est un triptyque que j'ai fait en 2014 qui s'appelle Ciel, Terre et Mer. Ça, c'est la mer. Et ça, c'est des tableaux sur Jérusalem, mais comme vous voyez, il y a beaucoup d'indigo dedans. Vas-y. Et ça, c'est là 9 petits tableaux où j'utilisais la terre que je ramassais dans enfin, là où il y a la mosquée, enfin, dans l'esplanade de la mosquée. Vas-y. Donc, hein. Et ça, c'est la tournade, donc vous avez vu. Donc, j'ai utilisé des symboles de la Palestine. Je suis un amateur de vin, donc ça, c'est l'indigo avec des bouteilles de vin. Et ça, j'ai fait 12 personnages comme ça que j'ai appelés les apôtres. Ça, c'est la carte de la Palestine qui est faite avec le pourpre et l'indigo, qui sont les deux couleurs les plus importantes de la Palestine. Et ça, c'est moi sur la courroie. On peut qu'on reste sur celle-ci. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez vu un aperçu un peu rapide de mon travail. Maintenant, si vous avez des questions à me poser. Des questions sur ce qu'on a discuté avant, sur les œuvres que vous avez vues rapidement. Je m'en vais, c'est... Voilà. Je voulais savoir si vous étiez intéressé à la langue arabe. Pardon? À la langue arabe. Vous vous intéressez beaucoup à l'héritage, à la transmission, à la mémoire. Est-ce que la langue arabe, ça vous a intéressé dans votre travail? Ça m'a quoi, ça? Intéressé à la langue arabe. Enfin, parce que moi, j'ai toujours écrit enfin, j'ai appris l'arabe d'abord, après j'ai appris l'anglais, après en arrivant à Paris, j'ai appris le français, mais mon livre sur la Palestine s'appelle Olivier et la Palestine, une passion Charlène, je l'ai écrit en français. Ça a été traduit en arabe après. Donc, ça n'a pas été une matière de travail, de travailler sur la langue en tant que tel. Ah, la langue? Non, pas du tout, non. Non, je suis très sensible à la langue, à la poésie, etc. Mais comme matière, non, pas du tout. Non, il y a tellement de passions, donc je dis, je peux laisser une pour d'autres gens, pas vraiment la langue arabe. Merci pour faire comprendre la question. J'aimerais juste, alors l'arabe, mais comment, d'une manière plastique, vous voulez dire, ou en tant que matériau, en tant que... C'est intéressant, mais je voulais juste... Oui, c'est-à-dire il y a beaucoup d'artistes qui utilisent la calligraphie arabe dans leurs tableaux. Moi, jamais. Ça ne m'a jamais intéressé. J'ai utilisé les textes, mais les textes, ce n'est pas de calligraphie. C'est pour moi, c'est une mémoire là, comme vous voyez. En fait, quand j'ai fait mon projet sur Jaffa, je dis les gens sont partis de leur ville avec une valise où il y a leurs vêtements, leurs affaires. Mais il y a une deuxième valise qui est la valise de la mémoire. Donc ça, c'est une boîte, c'est comme une valise de mémoire. J'ai une question. Alors, quelle place tient le sacré dans votre œuvre?
Pardon? Quelle place tient le sacré dans votre Quelle place tient le sacré? Ce qui est sacré. La question soit... Quelle place a le sacré? soit religieuse, un peu d'un point de vue. Enfin, moi, franchement, pour moi, le sacré, c'est l'humain. C'est pas la religion. J'ai zéro religion. Enfin, pour moi, la religion, c'est... Parce que si on voulait prendre la religion, on a trouvé des traces en Palestine, des gens qui croient déjà à la deuxième vie depuis 60 000 ans. Pourquoi on va les exclure de notre religion d'aujourd'hui? Pour moi, ils sont plus importants que nous, parce que c'est eux qui ont commencé à croire à quelque chose, parce qu'ils voulaient croire à une deuxième vie. Enfin, l'être humain, du moment où il était conscient de lui-même, conscient de son existence, il a commencé à croire à quelque chose, à une deuxième vie. Parce qu'il était frustré, il savait qu'il y a la naissance, il y a la mort. Et pour adoucir la mort, on a inventé les religions, donc je n'ai pas de sacré dans ce sens. Le sacré pour moi, c'est de comprendre d'où on vient et où on va. Et on est au milieu de chemin, on n'a pas encore tout compris. Comme dit Stephen Hawking, il a dit on a compris beaucoup de choses, mais la part qu'on n'a pas compris, elle est encore plus grande que la part qu'on a compris. Je veux dire, je ne suis pas en train de demander s'il y a des revendications de la civilisation arabo-musulmane. C'est vraiment pas ça ma question. C'est vraiment là, par exemple, la bougie, ça a une symbolique particulière. Voilà, ah non, non, mais pour moi, ça c'est une partie de l'histoire. C'est exactement comme je parle de l'homme erectus qui existait en Palestine, où tout le passage jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est une partie de l'histoire. Donc, je ne m'arrête pas à quelque chose. Je passe, la croix, moi, que je me mets, la croix, j'ai raconté à Sari. J'étais à Damas, je crois, au début des années 70. Il y a un prêtre catholique qui était très actif dans le théâtre et le cinéma et tout ça. Un jour, il a fait une semaine de cinéma palestinien dans l'église, dans son église à lui. Et donc, quand les gens étaient dans l'église, elle a dit, à gauche, vous voyez, il y a le Christ sur la croix. À droite, on va projeter des films palestiniens. Et dans ces films, vous allez voir un peuple tout entier qui est sur la croix. Je dis, en hommage s'appelle Abou Alias Zahlawi, à lui. Donc, je dis, le peuple qui est sur la croix, je suis l'un de ce peuple, donc je suis sur la croix aussi. Mais c'est sans... Allez-y. Oui, c'est sur la même... question. Sur la même... vous avez parlé depuis tout à l'heure, donc on a vu que vous avez beaucoup parlé de l'histoire d'archéologie. On a vu que vous avez fait ressortir plusieurs religiosités palestiniennes. En tout cas, vous avez parlé du tourbillon, de la croix, de l'étoile. Vous avez parlé aussi des coutumes qui sont héritées ou bien du christianisme ou bien de cultures qui ont précédé le christianisme. Vous avez aussi évoqué en fait que ces coutumes ils ont disparu ou commencent à disparaître. Et là, l'anecdote que vous avez racontée, donc on avait vu quand même qu'il y a une place pour toutes ces histoires. Et la seule anecdote que vous avez racontée, c'est par rapport à la vente des deux femmes, la fertilité, de vente des robes, d'enseignement palestinienne, sous la pression de leur fils. Ouais. Oui, c'est une histoire vraie. Donc... Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas une histoire vraie. Je ne doute pas de la véracité de cette histoire. Et vous avez après dit que ces coutumes sont en train de disparaître. Elles sont menacées. Menacées sous le poids de la religion. Ouais. Et de la religion. Absolument, oui. De la religion musulmane. Enfin, une partie de la religion, les islamistes
entre guillemets, salafistes. Je parlais de salafistes. Je ne parlais pas de musulmans, enfin, je parlais de salafistes qui... Oui, j'ai voilà. bien compris. Oui. Et en même temps, quand vous évoquez l'histoire palestinienne, vous la liez à l'histoire canaanite, comme Oui, on dit, oui. comme s'il y avait une continuité aussi Oui. qui est... et j'ai trouvé que c'est une manière particulière de raconter cette histoire. Oui. Et je voudrais savoir, du coup, quelle est la place de l'arabité et de l'islam dans votre... Mais vous savez, la dans Palestine, votre art. la majorité des Palestiniens sont des musulmans, enfin des musulmans aujourd'hui, parce que jusqu'au XVe siècle, la majorité des Palestiniens étaient chrétiens. Petit à petit, ils étaient convertis parce que les Turcs mettaient de pression, ils faisaient payer des taxes, etc. Et donc, il y a beaucoup de familles. C'est le même nom de famille qui habitent dans le même village, mais il y a une partie chrétienne, une partie musulmane. Ça, c'est pas important. Mais je dis juste, pour revenir à ces deux femmes, je veux dire, jusqu'à les années 70, en Palestine, si vous prenez des photos dans les villages ou même dans les villes, vous allez reconnaître les femmes selon leur appartenance. On va dire que c'est une robe qui vient de Bethléem. Ça vient de Galilée. Ça vient de Jérusalem. Ça. Aujourd'hui, on a si les femmes sont musulmanes, on a une seule tenue avec le foulard et il n'y a pas d'identité. Et on voit la même chose au Pakistan, en Indonésie, en France, quand on est... Donc voilà, je dis ça, c'est une manière d'effacer Effacer, en même temps, ce qu'il y a derrière cette question, c'est Oui. que de même que les religions cananéennes Oui. de l'époque se sont transformées et ont laissé quelque chose, on a suivi Oui. cette continuité, ont laissé quelque chose dans la culture, pourquoi les religions contemporaines monothéistes qu'on a ne sont pas aussi une part de ce patrimoine qui est en mouvement, qui est en train d'évoluer et qui vont aussi donner quelque chose qui va rester et qui va participer à cette continuité. Et juste et vous avez dit que jusqu'aux années 70, parce que quand vous dites à partir des années 70, Oui. moi je peux dire que les Palestiniens étaient musulmans avant les années 70. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc pourquoi ça commence à partir des Mais années c'est pour ça, je 70? dis, maintenant, la doctrine wahhabite, salafiste, etc. Mais quel est le qui lien a- avec qui a- l'occupation? Pardon? Parce qu'on a en 82 la première Intifada. on a Sabah al-Sittin, Oui. la guerre des 6 jours. Oui. Donc, si vous prenez cette date, pourquoi la lier uniquement avec le wahhabisme et pas avec ces événements qui ont quand même... Non, moi, ça c'est l'affaire de l'occupation israélienne et même l'occupation, je dis juif aujourd'hui, c'est pas israélien, l'occupation juive et cet imaginaire, je dis, de revenir à un pays où on a trouvé qu'il n'y avait aucun lien pour revenir à ce pays. Je dis, c'est de A à Z, c'est un entrave pas uniquement aux Palestiniens, mais à tout le monde, à l'histoire du monde tout entier. Mais pour quelqu'un qui est très sensible à la culture, à la tradition, et j'accepte naturellement qu'il y a une évolution, etc. Mais je dis, cette évolution, les Israéliens d'ailleurs essayent tout le temps, ils ont essayé de récupérer la broderie comme une partie de leur culture. Ils ont essayé, ils ont commencé à faire des designs pour les hôtesses de l'avion El Al, etc. Enfin, il y a des photos où parfois il y a une photo Miss Israël aux États-Unis qui donne un cadeau à je ne sais pas quel président. Ils ont essayé. Et je dis, cette dame, Wadat Kawar, à elle toute seule, elle a sauvé une partie de la culture palestinienne parce que chez moi, il y a au moins une dizaine de pavés, de livres qui étaient publiés dans des musées du monde entier, de l'Angleterre jusqu'à la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la France, le Japon, etc. Et donc tout le monde maintenant sait d'où il vient les robes palestiniennes. Et donc je dis, c'est pour moi, c'est très important qu'on donne, que ça suffit que l'occupation, lui, il est acharné pour effacer notre identité. Il ne faut pas qu'on l'aide à l'effacer aussi.
Et donc, c'est pour ça que je parle de ces gens-là. D'accord? Merci. On avait une question. Non, c'est vrai, moi je pense que c'est une dialectique un peu complexe. C'est pas nier le rôle d'Israël que de dire oui, le wahhabisme, on peut le dire au Maroc ou dans d'autres États arabes où le wahhabisme constitue une sorte d'hégémonie culturelle qui peut aussi comment dire, effacer les cultures locales. Mais peu importe, ce n'est pas qu'en Palestine. Non, je réponds Oui. là. Non, pas, non, mais c'est voilà, certes. C'est certes. Je dis ça, non, mais c'est certes, vous avez raison. C'est-à-dire, ça a commencé, c'est parce que. C'est pour ça que je dis, en Indonésie ou en Palestine, ça veut dire on a unifié les gens d'une manière, on a effacé leur culture. Pour moi, c'est très grave. Enfin, il y a une identité à chaque peuple, il y a sa manière d'être. Ça a voulu, mais quand même, il y a une base qu'on ne peut pas... et la raison, en plus, je dis, en arabe, si vous comprenez l'arabe, elle a dit pour les deux fils, tabarruj, ça veut dire c'est de coquetterie, de mettre une robe brodée qu'on a. C'est notre histoire écrite sur ces robes. La femme palestinienne a écrit avec l'aiguille, a écrit l'histoire de la Palestine depuis 20 000 ans jusqu'à maintenant avec la broderie. Et après, on dit non, ça elle n'existe pas. Ça, c'est de coquetterie. Voilà, donc c'est pour ça que je suis outré. Et c'est pour ça que je donne cet exemple. Et je serai toujours outré pour ça. J'ai une autre question. Est-ce que vous diriez que vous êtes d'une certaine manière, avec votre art, engagé, dans le sens où, quand on commence à parler de votre art, vous nous dites, premièrement, on parle d'universalisme, vous êtes un citoyen du monde, vous êtes guidé principalement par l'intuition, par la curiosité, mais en vous entendant parler, il est très clair que vous avez des prises de position, vous avez une réflexion qui résonne dans le champ du politique. Et comment vous conciliez ça? Est-ce que vous portez une certaine responsabilité malgré tout? Est-ce qu'il y a une démarche revendicatrice? Est-ce qu'il y a une démarche engagée? Est-ce qu'il y a quelque chose de libérateur dedans dans votre façon d'appréhender l'art et ce que vous faites? Enfin, moi, ma réponse est très simple. Je suis engagé à comprendre. Mm-hmm. Voilà. Donc, quand je suis engagé à comprendre le monde, à comprendre la Palestine, et aussi à me mêler, quand j'essaie de comprendre quelque chose, on se mêle à cette chose-là. C'est-à-dire, on n'est pas des observateurs uniquement. C'est pour ça que je dis, j'utilise même la matière, je dis la chose matérielle dans le physique, dans la chose, je la mets dedans. Et même, je dis, le côté spirituel, le côté... enfin, je mets tout dedans. Donc, c'est un engagement, mais c'est pas... Mon engagement, je dis, tout être humain devrait être engagé pour toute cause juste dans le monde. Pour toute cause juste dans le monde. Mais la Palestine, c'est une cause juste qui a duré 100 ans, c'est trop. Donc, il faut que ça bouge plus. Et on voit qu'on vit dans un monde hypocrite. Je dis, sans parler de la Palestine, là, je racontais à ma compagne qu'il y a le Saoudien, le Khashoggi, qui, enfin, on ne sait pas, c'est un journaliste qui était très proche du pouvoir, de tous les rois, l'un après l'autre. Probablement, il a des relations très fortes avec les États-Unis et même avec la CIA, avec le renseignement, etc. Mais parce qu'il s'est éloigné du prince héritier vous connaissez l'histoire, certainement, vous l'avez vu, éloigné, donc il voulait épouser une femme turque à l'ambassade. Elle est rentrée à l'ambassade, elle avait une montre qui a enregistré la voix, on a entendu des chorales, etc. On l'a tuée, coupée en morceaux, envoyée, et le monde entier, enfin Macron, une semaine après, elle demande des explications, enfin elle demande à comprendre pourquoi. Mais merde, on ne demande pas à comprendre. Même si c'est un type que moi, j'ai aucun sympathie pour lui, mais on ne laisse pas quelqu'un mourir de cette manière-là, avec un pays qui est en train d'égorger tout le monde, et on dit rien aussi. C'est exactement la même chose pour la Palestine. Ça fait 100 ans qu'on ferme notre gueule, on ne dit rien de tout. Ça suffit, à un moment, il faut dire quelque chose.
Il faut que chacun s'assoie à sa place. C'est-à-dire, on dépasse tous les bornes et on dit rien de tout. Et comment ça s'appelle de les États-Unis, là, le président Bachar, là. Oui. Et donc, lui, il dit qu'on va prendre des sanctions très fortes contre l'Arabie Saoudite, mais pas des choses qui peuvent endommager le commerce avec l'Arabie Saoudite, etc. Donc, c'est un monde hypocrite. C'est pour ça que je dis on ne va pas les aider, on ne va pas aller dans leur sens. C'est-à-dire que la Palestine, c'est une affaire claire. C'est une affaire claire depuis très longtemps. Il faut agir, c'est tout ce que je demande. Je dis, vous êtes tous Palestiniens. Et dans les slogans, avant, quand on sortait dans les manifs, les gens disent, nous sommes tous des Palestiniens, parce que c'est une cause humaine, c'est une cause pour tout le monde. J'ai deux questions. Oui. D'abord, à travers votre exposé, on a senti l'importance de la démarche personnelle dans ce travail. Et je voulais savoir si, du coup, parce que ce que vous proposez, c'est une réappropriation de l'histoire et du patrimoine de la Palestine. Est-ce que quelque part, vous faites un travail aussi de transmission, qui n'est pas juste votre propre réappropriation et votre démarche personnelle, mais aussi est-ce que derrière ça, il y a une démarche aussi pédagogique, voulue ou pas, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui vous intéresse directement? Si c'est le cas, comment est-ce que vous le faites, et si c'est pas le cas? On sait que l'être humain, c'est un être social. Du moment où moi je m'intéresse à quelque chose, certainement je vais le faire propager autour de moi, naturellement. Je dis, si je connais quelque chose, je vais le dire. Je ne veux pas l'apprendre uniquement pour moi. Mais ma démarche ne commence pas avec pédagogique. Je ne suis pas un pédagogue. Je dis tout à l'heure, pour moi, c'est l'engagement, c'est un engagement de comprendre. C'est du moment où je comprends quelque chose, je vais le propager. Donc la libération, dans cette démarche, c'est une libération personnelle face à cette histoire, ou... mais ça veut dire que quand on libère déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on libère uniquement l'information, on a libéré la Palestine. Si on sort tout ce qu'on connaît sur l'histoire de la Palestine, la Palestine est libre. Parce que personne ne va croire à la légende de la Bible qu'on a aujourd'hui. On voit qu'il n'y a aucune base historique. D'ailleurs, à chacun de vous, est-ce que vous avez jamais feuilleté un livre où vous avez vu un objet, photo d'un objet qui appartient à une civilisation reliée aux Juifs? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Pourquoi? Je dis parce qu'il n'y en a pas. S'il y avait quelque chose, on l'aurait trouvé. Le pays le plus fouillé au monde, c'est la Palestine. Pour trouver une justification qui liait les Juifs aux Palestines, on n'a rien trouvé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire le moment où les Juifs existaient en Palestine, on a des traces claires et nettes, ça veut dire à l'époque hellénistique, c'est-à-dire de 2-3 siècles avant les chrétiens, jusqu'à leur départ avec les Romains, 70 de notre ère. Et voilà, il n'y a pas de traces de civilisation, c'était des peuples parmi d'autres peuples, donc il n'y avait rien de particulier. C'est comme les Juifs marocains au Maroc, comme les Juifs tunisiens en Tunisie, ou les Juifs français en France, sont partis de l'histoire du pays. Mais il n'y avait rien il n'y avait pas une civilisation à part entière qui a existé en Palestine, qui appartient aux Juifs. Pourtant, demain, si on sort cette connaissance, et vous l'avez dit, elle existe, ça ne suffit pas à faire qu'elle soit d'une part répandue et d'autre part qu'elle change quoi que ce soit. C'est-à-dire que derrière, il y a quelque chose. C'est un peu le sens de ma seconde question. C'est, du coup, vous avez dit que l'importance de la Palestine dans votre travail venait du fait que la Palestine, c'était une blessure, avant d'être, je ne sais pas moi, un projet politique, peut-être. Et que du coup, vous êtes avant tout citoyen du monde et pas attaché à une nationalité palestinienne politique. Mais du coup, dans votre œuvre, vous ne traitez pas directement de cette blessure, ou si? Moi, je ne vois pas directement. Je la traite toujours indirectement. C'est pour ça que quand je suis venu de Damas à Beyrouth en 76-77, et pourtant j'avais une série de mes œuvres intitulées
témoignage de temps de tel Za'atar. Parce que c'était en 76, donc j'ai fait une série sur, etc. Mais ma manière de m'exprimer n'appartenait pas ni à l'époque ni maintenant. Enfin, maintenant, on s'est libéré de cette affaire. On a des artistes palestiniens extraordinaires qui s'expriment dans beaucoup de manières, etc. Et donc, on m'a dit, votre travail, c'est très intéressant, mais ce n'est pas palestinien. Il m'a dit, c'est quoi le travail palestinien? Donc, dans la tête des gens à l'époque, c'est un travail qui devrait, il faut le kufiya avec les fils barbelés, avec Kalachnikov, c'est fini, c'est tampon palestinien. Moi, je voyais les choses autrement. C'est pour ça que je dis, moi, je suis mes premières questions étaient des questions philosophiques avant qu'elles soient politiques. Même enfant, je dis, c'est toujours, comme je vous avais dit, que je cherchais à comprendre. Je cherche toujours à comprendre. Donc c'est pour ça que je dis, la Palestine est pour moi, comme j'ai eu un témoignage vif toute ma vie, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, je vis dans l'histoire de la Palestine, donc c'est naturel qu'il y a une présence de la Palestine dans mes œuvres, dans ma manière d'être, dans ma manière d'exprimer. La Palestine est fortement présente, mais je préfère présenter la Palestine à travers l'indigo intuitive que je trouvais finalement que l'indigo est la première couleur de la Palestine. Ça m'a fait découvrir quelque chose que je fais aussi partager avec les œuvres, au lieu de faire le koufiya et le barbelé que tout le monde pourrait faire. Voilà, donc je dis c'est passer ça veut dire faire les choses autrement pour approfondir la question, enfin pour approfondir aussi l'histoire de la Palestine et la connaissance de la Palestine. Je l'ai appris en travaillant. C'est pas que je fais pas d'illustration de ce que je connais. Voilà. Du coup, peut-être une remarque, c'est moins une question, mais c'est pour participer à la discussion du coup qui était un peu lancée. Mais c'est vrai que c'est frappant en fait dans votre exposé. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu ces interpellations sur la question du patrimoine. Et je ne sais pas comment, mais ça fait un peu carré comme ça, mais le patrimoine arabe et islamique qui du coup ressort pas ressort pas directement ou on n'a pas l'impression qu'il ressort dans votre travail. Et vous êtes allé chercher ailleurs, ou plus loin, ou avant, en Palestine? Non, enfin, moi j'ai fait, par exemple, c'est peut-être ça aussi sur Jérusalem, j'ai fait, enfin, la dôme de Jérusalem, c'est la landmark de la Palestine que j'ai travaillé beaucoup. Et j'ai fait l'ascension, là, comme c'est c'est connu dans l'islam que le prophète il a fait son voyage, le Mi'raj à Jérusalem, et la montée au ciel, etc. Donc, je l'ai évoqué dans mon œuvre aussi en tant que légende, etc. Enfin, comme, non, mais moi je ne dis pas qu'il faut le faire, parce que finalement chaque artiste a sa démarche et, oui, mais arrive à, voilà, mais comme je ne suis pas croyant, donc je ne vais pas évoquer des choses voilà, de cet angle-là. Et, ça, c'est une manière en fait d'aborder la chose, que ça je ne savais pas. L'indigo, je ne savais pas que c'était une couleur. Oui, bien sûr. C'est intéressant de le voir d'un autre côté. Bien sûr. Non, c'est pour ça, moi je ne pense pas que ce soit... Si l'un de vous a un passeport français pour aller à Jérusalem, marchez dans la vieille ville de Jérusalem et regardez les murs à l'extérieur. Maintenant, on voit la pierre, mais vous voyez toujours les traces de l'indigo partout. Donc, en fait, moi je dis c'est nécessairement intéressant, mais c'est juste que du coup ça interpelle, on peut se dire pourquoi est-ce que tel angle n'est pas un autre et tout ça. Si je suis honnête avec vous, je dis, quand on dit arabe, pour moi il y a deux choses différentes. Il y a la civilisation arabo-islamique est une chose, et quand on dit arabe tout court, je dis l'arabe quand ils sont sortis de Jazira al-Arabiya, enfin de péninsule arabique, c'était un peuple nomade, sans culture, sans rien de tout. Ils ont fait leur première mosquée couverte avec les feuilles de palmier. Donc, ce n'étaient pas des porteurs de civilisation. C'est des gens, puisqu'ils ont gouverné, donc ils ont absorbé les civilisations des autres. Ça, c'est très intelligent d'ailleurs de leur part, qui est byzantine, cananienne, phénicienne, babylonienne, berbère, après chinoise, iranienne,
etc. Donc ils ont absorbé tout ça, l'ont unifié, l'ont sorti d'une manière extraordinaire. Je dis que, mais je dis c'est pas les Arabes qui sont civilisés le monde, c'est le contraire. Ils se sont civilisés pour après apporter la civilisation à d'autres gens. Et donc quand on voit la Palestine, juste pour vous donner un exemple, la maison, d'ailleurs, si vous voyez dans les livres de Albright, William Albright, c'est un archéologue américain qui était en Palestine dans les années 30, il dit la maison des paysans palestiniens, c'est identique à la maison des paysans cananéens il y a 4000 ans. Donc les traces de cette civilisation cananéenne a perduré jusqu'à nos jours, pendant qu'on n'a pas grand-chose vraiment de la civilisation. Si on dit arabe uniquement, il n'y a pas de civilisation arabe. C'est les Arabes qui étaient civilisés. Les Arabes ont donné la religion. Ils ont après, je dis, absorbé et unifié toutes les civilisations. Ils l'ont donné à d'autres gens après. Moi, je le vois comme ça. Peut-être il y a des gens qui le voient autrement. Hein. On peut l'accepter comme un parti pris, comme un point de vue. Ouais. C'est qu'on peut l'accepter comme un parti pris et comme un point de vue de l'artiste, bien sûr. Parce que c'est hors cadre en fait. Parce que comme je disais, c'est vrai qu'on fait tout de suite le rapprochement entre le kéfier et le barbelé. Parce que là, on a un autre éclairage. Regarde. Enfin, Absolument, oui. Alors, si je C'est peux ça, me intéressant. permettre, J'avais juste une question là-bas, désolé. Oui, c'est juste ma deuxième question. Ce que vous allez dire à la fin me semble un peu problématique. Un peu. Ce que vous avez dit à la fin, pas sur les Arabes, je ne vais pas revenir sur ça, mais sur le fait que si demain, par exemple, ces mêmes archéologues, parce qu'on dit que l'histoire ne dit jamais son dernier mot, et les recherches, on est tout le temps dans des découvertes plus récentes. Et si on découvre qu'un peuple juif a existé en Palestine, est-ce que ça, parce que moi je pense en termes de perspective politique, est-ce que ça rend illégitime la question de la libération de la Palestine? Ah non, non. Est-ce que ça rend légitime qu'un peuple a existé il y a 100 000? Parce que ce que vous avez dit, la Palestine doit être libre par l'histoire et par la connaissance, et surtout en faisant découvrir le grand mensonge qu'aucun juif n'a existé en Palestine. C'est pas aucun juif, non, c'est pas ce que je dis. Il n'y avait pas de peuple juif, de civilisation juive en Palestine. Je dis, il n'y avait pas un royaume de Salomon et David qui a trôné sur non seulement la Palestine, c'était la Palestine, le Liban, la Syrie, jusqu'au Nil et l'Euphrate, selon la Bible. Et donc ça, c'est abracadabrique, ça n'a jamais existé, ça. Oui, ça n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Oui. Mais demain, des nouvelles recherches prouvent une existence. Est-ce que ça fait d'un juif ashkénaze qui s'est converti, qui n'a aucun lien avec cette histoire de Salomon ou David, et qu'un Palestinien qui vit en Palestine peut avoir plus de lien avec cette histoire? En fait, ça, c'est un deuxième volet. De votre... Non, mais c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas ce que 90% des juifs du monde, entre 80 et 90 des juifs du monde, c'est des juifs ashkénazes. Et les juifs ashkénazes s'est convertis entre le 8e et le 9e siècle après Jésus-Christ. Ils sont d'origine Hans, comme les Allemands et les Hollandais. Et leur langue, la base de leur langue, c'est la même. Et donc leur conversion aussi, c'est une histoire extraordinaire parce que il y a le roi de Khazar voulait se convertir parce que c'était au 9e siècle, 8e siècle que tout le monde était soit musulman, soit chrétien, soit quelque chose, mais païen comme ça, il n'y en avait plus. Donc lui, il a pensé, il hésitait entre être musulman ou être chrétien. Et le premier ministre de l'Andalousie, qui était juif et qui commerçait avec lui, il a dit: si vous devenez musulman, vous devenez un tout petit pays dans l'empire musulman.
Et si vous devenez chrétien, vous allez devenir un tout petit royaume dans l'empire chrétien. Mais si vous devenez converti au judaïsme, vous allez être le roi des Juifs. Ça lui a plu, il s'est converti, et son peuple petit à petit s'est converti. Donc ils n'ont aucun lien avec la Palestine. Même si on est juif et on a un lien avec la Palestine, on ne peut pas venir dire 2000 ans après, on était là, on va vous chasser. Non, mais ça c'est normal. Mais je dis, c'est déjà, ça c'est la logique de tous les êtres humains du monde. C'est une logique normale. Mais je dis, c'est pourquoi on cache, on laisse l'histoire enfermée dans les centres de recherche, dans les livres, etc., on ne les rend pas publics. Pourquoi la télé ne parle pas qu'Israël, ce n'est pas le pays des Juifs. Israël, c'est moi. Moi, je suis israélien. Parce que c'est les Phéniciens, c'est les Cananéens, c'est notre culture, notre peuple, notre religion. C'est eux qui ont laissé les traces sur toutes les maisons en Palestine. Chaque entrée de maison, il y a l'étoile de 8 branches de Ashtar et la tournade de Baal. Pourquoi de ça, c'est nous. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est très important cet angle-là, parce que c'est un angle qu'on n'a pas exploré. Les angles humains, on les a explorés tous. Oui, on ne peut pas dire, par exemple, les Arabes étaient en Andalousie. On va dire, allez, les Andalous, éloignez-vous, on va retourner chez nous. Mais je dis, mais tous les gens du monde, l'autre jour, on a un ami tunisien, enfin, le père est tunisien, la mère est française. Il fait le ADN. Il a trouvé, enfin, lui, il pense que je pensais que j'allais trouver 50% de sang arabe, je ne sais pas, enfin, il a divisé dans sa tête. Il a 0 sang arabe, il a 8% Afrique du Nord, 8% Moyen-Orient, 2 Afrique noire, 30% d'Italie, etc. Et nous tous, Martine a dit, on va faire ADN pour tous, comme ça, on va abolir le racisme. Parce qu'on on a un sang mélangé, donc on ne peut pas revenir à quelque part. Je dis, en Palestine, aujourd'hui, il y a des gens qui sont certainement d'origine turque ou albanais ou d'autres, qui sont absorbés la culture historique de la Palestine depuis le début jusqu'à maintenant. Et donc, ils sont palestiniens comme si on est juif, musulman, chrétien ou n'importe. On absorbe la culture, on peut la transmettre. Voilà, ça c'est l'identité, c'est la culture, c'est pas la religion. On a 2 dernières questions pour conclure. Toujours. Moi, ça va un peu dans l'angle artistique, parce que c'est pas très voilà, mais parce que l'angle artistique n'épouse pas systématiquement la radicalité. Ça peut être un angle qui n'est pas un angle de vue. Là, je vois par exemple la couleur indigo, voilà, et la bougie, ça symboliserait plutôt la permanence. Voilà, et donc la permanence, et donc la subsistance, la continuité de la Palestine. Voilà, je pense qu'on est plus dans le symbole que dans la radicalité du discours politique. Est-ce qu'il y avait une question? Je dirais quelque chose si je crois. Moi, je voulais juste répondre à la question qu'elle a dit que si un jour on trouve que les Juifs existent en Palestine depuis longtemps. J'ai mal entendu ce que vous dites tout à l'heure. Alors, il y avait des Juifs, ça fait longtemps, mais la question, c'est en fait, on a caché l'histoire d'Israël devant le truc qui sont des Juifs, ça veut dire ça n'a rien à voir. Il y a des Juifs en Palestine qui ne croient même pas en Israël. Ils savent très bien que c'est un pays arabe, c'est un pays qui a existé, ça fait longtemps. Et puis, ça n'a rien à voir, ça veut dire, c'est pas question des religions. Les 3 religions existent en Palestine normale, on vit tous ensemble. Mais il y a toujours eu des Juifs en Palestine. Et les 3 religions vivent en Palestine, c'est pas la même question de savoir s'il y a Israël ou pas qui doit exister. C'est pour aller dans le même sens que Israël cache. Donc elle intervient, je sais pas. Pour aller dans le même sens. Ok. Oui. Alors, moi je trouve que les questions soulevées, toutes étaient aussi intéressantes les unes que les autres, mais je trouve que c'est dommage parce qu'on est venu pour l'indigo. Donc cet indigo qui est ce fil bleu, c'est conducteur donc, du travail de M. Soumi. Et je pense, mais chacun a sa manière de voir, bon,
chacun son vocabulaire. Moi, j'ai un vocabulaire plastique, donc c'est moins politique. Mais toute la genèse de la Palestine est dans le travail de Manson. Je veux dire, on n'a pas besoin de savoir qui est qui et est-ce que... Voilà, toute la Palestine est dans son travail. Je veux dire, c'est... Voilà, ce fil conducteur bleu, cet indigo, ça l'empreinte, c'est tout ça. Et puis, bon, c'est un artiste universel. Voilà, tout est là. Voilà, je pense tout qu'on est a... dit dans son travail. Ouais, non, mais Non, je pense que c'est ressorti, respecte, ouais. Voilà. Toutes les questions étaient intéressantes. Voilà. Mais bon. Non, mais c'est ça, c'est derrière. Je pense vraiment que sur cette question de l'indigo, déjà on a appris beaucoup dessus et on l'a vraiment ressenti comme un marqueur, visuel fort et dont on a tiré le trait. Et ici, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi de là vouloir aller sur effectivement d'autres problématiques, mais c'est une ouverture, c'est aussi une autre façon de penser, de voir les choses qui appellent d'autres questions et qui peuvent sortir d'un cadre qui est strictement politique ou strictement artistique. Ouais. Depuis vraiment des années. Oui, bien sûr. C'est une porte d'entrée, en fait. On a tous besoin en écoutant Nasser intervenir, on a tous besoin aussi de faire résonner ça aussi à des propres quessionnements. Donc c'est aussi pour ça que... Et puis je vais vous dire sincèrement, les 30 premières minutes, je ne comprenais pas en fait. Oui, bah oui. Mais sincèrement, je me suis dit, mais je ne voyais pas le rapport. Et c'est en continuant son récit, avec les questions qui ont aussi été apportées, qui m'ont apporté un éclairage en fait. Et c'est là où je me suis dit, bah là je commence à comprendre que c'est plutôt dans l'ADN de ce qu'il fait, c'est pas explicitement dit, mais c'est dans la matière qu'il a utilisée et ce qui est projeté, c'est là qu'il y a un témoignage de l'histoire et un témoignage de la entre guillemets de la résistance, mais c'est intéressant. Son travail, c'est vrai, hein, bah, moi avec des années, je veux dire, oui, mais toutes les questions soulevées étaient intéressantes. On prend juste 3 minutes pour les dernières questions et puis on conclut. Il y en avait. Concernant le concept d'universalité, moi je suis très sensibilisé par rapport à ça. Parce que automatiquement, lorsque vous avez parlé des robes brodées des femmes, donc de cette culture qui doit rester, je me rends assez fréquemment chez mes amis de la boutique qui s'appelle les Amis d'Al-Rawad, et il y a une très belle carte de la Palestine avec justement ce que vous évoquiez auparavant, toutes les robes des femmes dans toutes les provinces. Et donc, en parlant d'universalité, moi je suis très sensible par exemple au Maroc, quand je veux quelque chose que je trouve dommage, de plus en plus dommage, bon ça résiste quand même, des fois c'est un petit... les 7 robes des mariés, enfin même le marié avant aussi, mais maintenant moins. Et quand je compare une salle, quand c'est séparé, les femmes ont toutes des robes et les gars, malheureusement, il n'y a pas comment dire, le beldi, quoi. Ils n'ont pas un minimum, quoi. Je veux dire, un jabador ou quelque chose comme ça. Ils ne les méritent pas, les hommes. Comment, pardon? Je dis, ils ne les méritent pas, les hommes. C'est dommage. Bon, moi, il m'arrive de le mettre, j'aime bien, je le dis. Et je suis très sensibilisé par rapport à ça parce que je trouve que c'est fort, une culture, de s'approprier. Et voilà pourquoi je suis très sensible à l'universalité, tant la culture que par les combats, les résistances. Pareil, je suis très sensible à la cause palestinienne justement parce que... oui, même quand on colle à une culture, mais ça dépend de l'esprit. Je dis, moi je colle à la culture palestinienne, mais je suis universel. C'est-à-dire, je colle pas parce que je m'enferme dedans, c'est le contraire. C'est pour justement la partager avec les autres. Enfin, j'apprends beaucoup de choses, mais je donne aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est un échange. C'est la vie, c'est toujours comme ça. Oui, moi j'ai un peu regretté qu'on passe très très vite sur vos autres productions, œuvres. Est-ce qu'on pourrait revenir sur celle où il y a les 9 dômes et puis vous en parler un peu pour finir? Oui, on va conclure là-dessus. C'est bon? Le 9 dômes. Enfin, il y a des oui. pas à celle-là. 9, oui. C'est bizarre d'avoir fait ça. Ouais. Ouais. Ouais.
Est-ce que vous voulez en dire 2 mots pour expliquer un petit peu ce que vous avez fait là? Dire 2 mots. Moi, comme en fait, c'est quand j'aime les choses, je les aime à l'infini. Et comme quand je vais en Palestine, c'est toujours j'ai de séjour à Jérusalem, avec ou sans raison. Et à chaque fois, je répète la même chose. Je prends mon appareil, je me réveille le matin très tôt et je vais sur l'esplanade de la mosquée et je prends des photos. Et chaque fois, c'est différent. C'est la lumière, etc. Et c'est magique. Je dis, moi, je voyage beaucoup dans le monde entier. Pour moi, il y a quelques lieux dans le monde qui sont magiques et extraordinaires. Et parmi les endroits magiques dans le monde, c'est là. Et surtout la Dôme. Et donc, aussi, juste... ça reliait aussi à une autre question, quand on parlait de la civilisation arabe ou musulmane. Ça, c'est le premier édifice important qui était créé par la civilisation musulmane. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas des ouvriers arabes venus de la Mecque pour le faire. Les ouvriers étaient des Palestiniens, byzantins, des gens de pays. Enfin, c'était pas... Donc, ça veut dire qu'ils sont ressortis ce qu'on avait de mieux dans cet empire voilà, qui était en Palestine de l'époque. Et voilà, donc je dis à chaque fois, et c'est pour ça, à chaque fois, je fais plusieurs tableaux, à chaque fois c'est différent. Pourquoi le 9? Ah, le 9 parce que c'est 3 par 3. Non, parce que je fais souvent des pavés comme ça. Ça peut être... d'ailleurs, celui, je suis sur la croix, il y a 5 par 5. Donc, vous me dites pourquoi il y a 25, parce qu'il y a 5 par 5. Les savons, je dis aux gens, il y a 144. Me dit pourquoi? Je dis parce que c'est 12 par 12. Mais c'est toujours le père, comme pour l'étoile, non? Comment pour? Pour l'étoile que vous nous avez montré. Et non, là c'est 9. Père, C'était des multiples de 4 qu'il évoquait dans l'étoile. Ouais. Oui, donc des chiffres pairs. Sauf que là c'est 3. Sauf que là c'est 9. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.